Imaginez un braquage de banque, mais à l'échelle mondiale. Pas besoin d'armes, pas besoin de complices, juste une connexion internet et l'anonymat absolu. Ce n'est pas un scénario de film. En 2017, un simple virus appelé WannaCry a paralysé plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays. Des hôpitaux ont annulé des opérations, des usines ont fermé, des géants comme Renault ou FedEx ont perdu des centaines de millions de dollars. Tout ça à cause d'un virus qui tenait sur quelques mégaoctets. Il y a aussi eu Mirai, une puissance armée de plusieurs milliers d'objets connectés que vous utilisez tous les jours. Caméras, babyphone, détecteurs de fumée contrôlés par une toute petite poignée de personnes. Ils ont servi à mettre à genoux des systèmes informatiques entiers et faire tomber les plus gros sites internet du monde. Des logiciels et des virus comme ça, il y en a partout sur internet. Mais alors, lequel d'entre eux est le plus puissant? Les destructeurs de PC. Leur but est simple, détruire votre ordi pour le plaisir. C'est exactement ce qu'ont fait les membres du forum français jeuxvideo.com. Twitch Booster, un virus déguisé en outil miracle censé améliorer la qualité d'un stream. En réalité, il transforme le PC de la victime en serpillière sous les yeux des spectateurs. Parce que oui, tout est diffusé en direct. Ils repèrent une personne avec peu de viewers, lui disent que son live bug, puis lui font télécharger Twitch Booster. Ce qui se passe derrière ce spectacle impressionnant, c'est la destruction du bootloader. Pendant que votre écran fond et affiche des messages à l'infini, le virus modifie ce petit programme qui sert normalement à charger votre système d'exploitation quand vous allumez votre ordinateur, ce qui rend le démarrage de votre PC totalement impossible. La seule solution, c'est le formatage complet de vos disques. Des logiciels comme ça, il y en a plein. On peut aussi parler de Memes, qui fait exactement la même chose que Twitch Booster. À la base, ce virus a été créé par un passionné pour le youtubeur Danouctoine, qui s'amuse à tester des virus dans une série de vidéos. Memes offre tout un tas d'effets visuels avant de lui aussi remplacer le bootloader. Vous redémarrez votre PC, mais au lieu de lancer Windows, même si Memes a été développé pour l'expérimentation, il a quand même été détourné pour infecter de nombreux utilisateurs. On ne le dira jamais assez, avoir un bon antivirus, c'est essentiel. Mais il n'y a pas que le monde numérique qui peut être dangereux. Contre les chutes, Avast ne pourra rien pour vous. Heureusement, Rhino Shield est là pour prendre le relais. iPhone ou Android, ils ont ce qu'il faut. Leur gamme est hyper complète, du SolidX capable d'absorber jusqu'à 71% des chocs à la protection Clear, transparente et garantie à vie contre le jaunissement. Si vous en avez marre d'éclater votre écran à chaque chute, c'est la protection qu'il vous faut. Leurs produits sont testés en laboratoire et fabriqués à partir de matériaux 100% recyclables. Rien n'est laissé au hasard, coin renforcé, design épuré, tout est fait pour assurer la meilleure protection le plus longtemps possible. Ils ont même toute une gamme pour protéger individuellement chaque partie de votre smartphone. Protection d'objectifs, invisible pour vos photos, protection d'écran, anti-rayures, anti-taches et aussi anti-lumière bleue. AirPod, iPad ou montre connectée, vous trouverez forcément ce qu'il vous faut. Ma partie préférée, c'est leur côté customisable. En plus, ils ont de nouvelles couleurs, choisissez celle que vous préférez et ajoutez ce que vous voulez. Un texte, une photo, un stickers, y a pas de limite. Vous pouvez même tout cumuler et ajouter un de leurs designs préfets parmi la centaine qu'ils ont à disposition. Parfait pour offrir un cadeau original ou juste pour faire plaisir. Pendant le Black Friday, on propose jusqu'à moins 50% sur le site et 15% supplémentaire avec le code TRASH jusqu'au 3 décembre. On vous a mis le lien en description. Les logiciels qui prennent vos données en otage. Un matin, vous arrivez au bureau et vous voyez ça. Votre PC bloque à cause d'un ransomware. Il chiffre toutes les données de la machine puis vous réclame une rançon en échange de la clé de déchiffrement. En 2017, le monde découvre le plus célèbre de l'histoire, WannaCry. Payez 300 $, sinon vos données sont perdues. Ce qui rend WannaCry unique, c'est sa façon de se propager. Ce n'est pas seulement un virus, c'est un ver informatique. Il se déplace tout seul de machine en machine. Pour ça, il utilise une faille de Windows appelée Eternal Blue. Imaginez une porte dérobée laissée ouverte dans le système, elle se trouvait dans un protocole appelé SMB. Ce protocole sert aux ordinateurs d'une entreprise à partager des fichiers sur leur réseau local. Normalement, pour se connecter à un autre PC via SMB, il faut un mot de passe. Avec Eternal Blue, pas besoin. Un hacker pouvait juste envoyer une fausse requête et hop, il prenait le contrôle de la machine à distance. Le plus fou, c'est que cette faille a été découverte par la NSA, qui ne l'a jamais signalée à Microsoft. Tant qu'il l'a gardée secrète, il pouvait l'exploiter pour des cyberattaques ou du cyberespionnage. Jusqu'au jour où un groupe de hackers, The Shadowbrokers, la révèle au monde entier. Microsoft publie alors un correctif pour supprimer cette faille. Le problème, c'est que très peu d'entreprises l'installent. Trop compliqué de tout stopper le temps que la mise à jour se fasse.
Un mois après, WannaCry voit le jour et scanne internet à la recherche de machines vulnérables. Dès qu'il en trouve une, il utilise Eternal Blue pour y entrer, puis lance le blocage total du PC. En quelques heures, c'est le chaos. Plus de 300 000 ordinateurs infectés dans 150 pays ont provoqué une paralysie totale de plusieurs secteurs. Au Royaume-Uni, c'est le système de santé qui est touché, des centaines de rendez-vous sont annulés et des opérations critiques sont reportées. En France, les usines Renault doivent arrêter plusieurs chaînes de montage et aux États-Unis, FedEx voit ses livraisons complètement bloquées. La seule solution pour relancer les machines, payer la rançon. Mais WannaCry intrigue un jeune geek britannique de 22 ans, Marcus Hutchings. En analysant le code du programme, il découvre une ligne un peu étrange. Avant de s'exécuter, le programme vérifie un nom de domaine totalement absurde. Par réflexe, Marcus l'achète pour 10 $. Sans le savoir, il déclenche le kill switch du malware. Une sorte de bouton d'arrêt d'urgence pour les créateurs en cas de besoin. Si le malware échappe à leur contrôle ou s'emballe, ils peuvent le désactiver à distance. WannaCry vérifiait constamment si le nom de domaine était acheté. Si oui, il s'arrête. L'épidémie mondiale est stoppée en quelques minutes. Les hackers sortent une nouvelle version rapidement après pour corriger cet oubli, mais c'était trop tard. Par peur, la majorité des gens et des entreprises dans le monde avaient déjà mis à jour leur système pour se protéger de la faille Eternal Blue et du WannaCry. Au final, WannaCry aura causé des dégâts estimés à plusieurs milliards de dollars et forcé Windows à publier dans l'urgence un patch même pour des vieilles versions de Windows pourtant abandonnées. En tout, des centaines de victimes ont payé la rançon, espérant récupérer leurs fichiers. Au total, près de 130 000 € en bitcoin se sont accumulés sur 3 portefeuilles liés à WannaCry. Quelques mois plus tard, l'argent a été discrètement retiré, probablement converti en crypto-monnaie plus anonyme. Les États-Unis attribueront officiellement l'attaque à la Corée du Nord et au groupe Lazarus, même si encore aujourd'hui, certains pensent que les indices ont été posés pour brouiller les pistes. Un autre ransomware très connu, c'est Petya, découvert en 2016. Sa particularité, il ne chiffrait pas seulement les fichiers, mais s'attaquait directement au bootloader, vous savez, le petit programme qui permet à Windows de démarrer. Innovant mais trop complexe à propager, il a fait peu de victimes. Un an plus tard, en juin 2017, arrive NotPetya, son petit frère, bien plus dévastateur. Diffusé via une mise à jour piégée d'un logiciel comptable ukrainien, il utilise aussi la faille Eternal Blue, couplée à l'outil Mimikatz pour se propager à une vitesse record. Mimikatz, à la base, c'est un petit programme créé par un chercheur français pour montrer une faiblesse de Windows. Il permet de récupérer les mots de passe qui restent stockés en mémoire. Sauf que entre de mauvaises mains, ça devient redoutable. Le virus peut rebondir d'une machine à l'autre en utilisant des identifiants bloqués, même sur des ordinateurs pourtant protégés de la faille Eternal Blue depuis la mise à jour de Microsoft. L'Ukraine est mis à genoux. Des distributeurs de banques tombent en panne, les systèmes d'enregistrement aux aéroports ne fonctionnent plus et les compagnies d'énergie sont coupées. Même le site de Tchernobyl se fait couper son système de surveillance des radiations. Très vite, NotPetya frappe le reste du monde. Maersk, leader du transport maritime, perd 300 millions de $, FedEx 400 millions et Merck, géant pharmaceutique, voit 15 000 ordinateurs détruits en 90 secondes, causant près de 870 millions de pertes. Contrairement à Petya, NotPetya n'avait rien d'un vrai ransomware. La rançon de 300 $ affichée était un leurre, les fichiers étaient détruits pour de bon. C'était un sabotage massif attribué à la Russie qui a coûté plus de 10 milliards de dollars dans le monde. Les botnets, des milliers d'appareils infectés transformés en zombies et contrôlés à distance par les hackers. Plus vous recrutez de zombies, plus votre puissance grandit. La vraie force des botnets, c'est leur discrétion. La victime ne sait pas qu'elle est déjà piratée, mais son ordinateur fait déjà partie de l'armée. Une fois que des milliers d'appareils sont contrôlés, ils peuvent être utilisés pour plein d'activités criminelles, lancer des campagnes de spam, distribuer massivement des virus par mail, voler des identifiants ou encore miner de la crypto-monnaie en secret. Par exemple, le botnet Zeus volait les informations bancaires et répandait son virus tout seul en envoyant des mails et des messages Facebook au contact de sa victime sans qu'elle le sache. Dans une affaire, il a volé environ 70 millions de $ en infectant plus de 3 millions de PC aux États-Unis avant que les 90 hackers derrière ces attaques soient arrêtés. Mais les réseaux de botnets servent principalement à faire tomber des sites entiers pendant des heures, voire des jours, en menant des attaques d'IDOS. Alors, c'est quoi une attaque d'IDOS? Quand vous vous rendez sur un site, votre PC envoie des requêtes au serveur sur lequel il est hébergé, comme par exemple affiche-moi les images du site. Le but d'une attaque d'IDOS, c'est d'abuser de cette mécanique. Au lieu d'envoyer quelques requêtes comme un utilisateur classique, on en envoie des milliers, voire des millions chaque
secondes. Faites ça avec des centaines d'appareils différents en même temps et le serveur s'écroule faute de puissance. En 2016, un virus qui plaçait vos équipements dans un botnet est devenu une véritable légende. Mirai. Il recrutait ses soldats en scannant internet à la recherche d'objets connectés mal protégés, caméras de surveillance, routeurs, babyphone. Pour ça, il testait aléatoirement des adresses IP. Si une adresse était valide, il tentait de s'y connecter avec une liste d'identifiants par défaut. Si personne ne les avait changés, l'appareil était immédiatement enrôlé. Et le pire, c'est que c'était exponentiel. L'appareil infecté se mettait lui aussi à scanner internet de la même manière pour trouver de nouvelles cibles qui à leur tour se mettaient à la recherche d'objets infectés et ainsi de suite. D'après un rapport, les chercheurs ont observé plus de 116 milliards de tentatives de connexion envoyées par Mirai en seulement quelques mois, venant de 55 millions d'adresses IP différentes. En moyenne, ça représentait 1,1 million de requêtes par minute partout dans le monde. Au final, c'est une armée de plus de 100 000 objets qui est créée. Le 20 septembre 2016, le site du journaliste Brian Krebs, spécialiste en cybersécurité, est submergé par une attaque à 665 gigabits par seconde. Assez pour mettre hors ligne. Pour vous donner une idée, une connexion internet rapide pour un particulier est environ 1 gigabit par seconde. On aurait pu facilement alimenter 665 foyers avec l'attaque qu'a subi le site. Quelques jours plus tard, l'hébergeur français OVH encaisse une attaque record dépassant le terabit par seconde. Du jamais vu à l'époque. Puis vient l'apogée, Mirai s'attaque au fournisseur DNS DIN, un acteur clé d'internet. Résultat, Twitter, Netflix, Amazon ou encore le New York Times deviennent inaccessibles pendant plusieurs heures pour des millions d'utilisateurs. Certains botnets sont même participatifs, des utilisateurs convaincus de lutter pour une cause acceptent volontairement de brancher leur PC à l'attaque. C'est le cas des logiciels comme Loic et Oic. Loic voit le jour en 2008 et devient vite l'arme favorite du groupe Anonymous pour ses campagnes coordonnées. Son principe est enfantin, vous saisissez l'adresse d'un site, vous cliquez sur un bouton et votre ordinateur lance l'attaque, où vous pouvez laisser le logiciel se synchroniser automatiquement avec les campagnes du collectif. C'est une accessibilité qui le rend redoutable. Pour participer, pas besoin d'être hacker. Anonymous publie les cibles, les internautes téléchargent Loic et chacun peut participer à l'attaque. C'est avec l'opération Payback en septembre 2010 que Loic se fait un nom. Tout commence en Inde. La société Aplex Software, mandatée par l'industrie de Bollywood, lance des attaques DDoS contre des sites de torrent, notamment The Pirate Bay. Pour Anonymous, c'est une déclaration de guerre. La riposte ne tarde pas, un appel est lancé sur 4chan et d'autres forums. Il faut défendre Internet et le partage. Les cibles, tous les acteurs de la lutte anti-piratage. Le site d'Aplex est mis en ligne, suivi d'autres sites anti-piratage. Certaines attaques durent plus de 30 heures d'affilée. L'opération ne s'arrête pas là. En décembre 2010, Wikileaks publie des télégrammes diplomatiques américains explosifs. Négociations secrètes sur le nucléaire, critiques de dirigeants étrangers, soupçons de corruption. Washington accuse Wikileaks de menacer sa sécurité nationale en publiant toutes ces infos. En réaction, des géants comme PayPal, Mastercard, Visa, Amazon coupent leurs services à Wikileaks pour l'empêcher de recevoir des dons. Anonymous frappe en retour et intègre cette lutte dans l'opération Payback. Vous attaquez la liberté d'expression, nous attaquons vos sites. Certains sites et services deviennent inaccessibles, parfois pendant plusieurs heures. Loic devient l'arme de guerre numérique. Le logiciel est téléchargé plus de 46 000 fois pendant la campagne. Des milliers d'internautes ordinaires participent depuis leur salon, mais Loic a un défaut majeur. Il n'anonymise pas ses utilisateurs. Plusieurs personnes sont identifiées et arrêtées, ce qui donnera naissance à son successeur, Oic. Plus puissant, plus difficile à contrer, anonyme, mais le mode opératoire reste le même. Les botnets, qu'ils soient utilisés pour faire tomber des sites, lancer des campagnes de spam ou voler des millions de dollars, prouvent une chose: dès qu'un appareil même banal est connecté à Internet, il peut devenir l'arme d'un pirate et échapper totalement à votre contrôle. Et la menace n'arrête pas de grandir. En 2024, le nombre total d'attaques DDoS dans le monde a augmenté de 53% par rapport à 2023. La plus massive a atteint 1,24 terabits par seconde, soit presque 2 fois le record de l'année précédente. Et si les hackers peuvent déjà diriger des milliers de machines à l'échelle mondiale, imaginez ce qu'ils peuvent faire en prenant le contrôle d'un seul ordinateur, le vôtre par exemple. Contrôle d'ordinateur à distance et vol de données. Dans un rapport de 2024, l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike affirme que plus de la moitié des vulnérabilités observées étaient liées à l'accès initial. Ça veut dire que pour une attaque sur 2, ils n'ont pas eu besoin de virus pour voler vos données, vous les avez données vous-même. Mais comment c'est possible? Grâce au social engineering et au phishing, l'art de manipuler les gens pour leur faire baisser la garde et vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Plutôt que de forcer une porte, le pirate vous convainc de l'ouvrir
découvrir vous-même. Exemple tout bête, un mail qui ressemble à celui de votre banque, vous demandant de confirmer votre mot de passe, ou un SMS d'un livreur qui vous demande de cliquer sur le lien pour récupérer votre colis. Là, le hacker utilise le social engineering pour vous mettre en confiance, et le phishing pour reproduire un faux site de la poste ou de votre banque. Quand vous faites avoir, vous ne confirmez pas votre mot de passe sur le site, vous envoyez directement vos codes d'accès aux pirates. Le social engineering, ça marche aussi à très grande échelle. Entre 2013 et 2015, un escroc lituanien a réussi à piéger Google et Facebook. Son idée, monter une fausse société qui imitait à la perfection un de leurs fournisseurs de PC, puis envoyer de faux mails et factures. Les employés, persuadés de payer leurs partenaires habituels, ont viré plus de 100 millions de dollars directement sur ses comptes bancaires. Preuves, contrats, cachets officiels, tout était faux, mais assez crédible pour passer. Même les plus grandes entreprises du monde peuvent tomber dans le piège d'un simple mail bien foutu. Derrière, il y a des logiciels capables de générer ces fausses pages et ces faux mails de phishing en quelques clics. Un des plus connus, c'est Social Engineering Toolkit, ou SET. Véritable boîte à outils, il permet de cloner un site web, créer des pages de phishing et faire du mail booming, ce qui consiste à envoyer un mail frauduleux à des centaines d'adresses mail à la minute. Plus sophistiqué encore, Evil Jinx. Là, on ne se contente pas de copier la page. Le hacker se place entre vous et le site, invisible, mais il voit tout ce que vous y faites. Vous êtes bien connecté au vrai site, mais chaque donnée que vous lui transmettez, identifiant de connexion, adresse, données bancaires, passe par le hacker avant même de lui être envoyé. Habituellement, quand vous vous connectez à un site, si votre email et mot de passe correspondent, il vous envoie ce qu'on appelle un token, une sorte de passe qui dit au site « C'est bon, cet utilisateur est bien valide, tu peux le laisser entrer ». Même si vous avez l'authentification à 2 facteurs, Evil Jinx peut récupérer ce token au moment de votre connexion et le hacker n'a plus qu'à l'utiliser pour se connecter à votre place. Encore pire que vous faire voler vos codes Netflix, une simple image dans un mail peut contenir ce qu'on appelle un RAT, quelque chose qui donnera un accès total de votre ordi aux pirates. Si vous téléchargez l'image infectée et que vous l'ouvrez, pour vous l'image apparaît normalement. Mais le virus se lance en arrière-plan sans que vous le sachiez et envoie une notification au hacker pour le prévenir qu'une nouvelle personne vient de se faire piéger. À partir de là, tout est possible. Il peut par exemple parcourir vos fichiers, activer votre webcam et votre micro, enregistrer ce que vous tapez au clavier et même prendre le contrôle de sa souris à distance. L'un des plus connus, c'est Dark Comet. Créé en 2008 par un jeune développeur français, Jean-Pierre Lessieur, alias Darkcoder SC. Il a vite été détourné par des cybercriminels, mais aussi par des gouvernements. En 2011, Dark Comet est récupéré par le régime syrien de Bachar al-Assad. À une époque où les opposants commençaient à s'organiser en ligne, le gouvernement diffuse de fausses mises à jour Skype infectées par Dark Comet. Résultat, des milliers de militants sont espionnés, traqués et parfois arrêtés. Pour Darkcoder SC, c'est le choc. Lui qui se voyait comme un passionné de code, découvre que son outil est devenu une arme de répression politique. En 2012, il annonce publiquement l'arrêt du développement, publie même un outil de désinfection, mais il est déjà trop tard. Des dizaines de variantes circulent librement sur le web. Il a été observé dans des campagnes de cybercriminalité plus classiques et même dans une exploitation opportuniste en France. Après les attentats de Charlie Hebdo, des hackers cachent Dark Comet dans une fausse photo virale, #je suis Charlie. Une fois téléchargée et ouverte, l'image affichait juste un message bizarre. Des milliers d'internautes pensant partager une image de solidarité installent en réalité le virus. Plus récemment, un autre rat a fait parler de lui en août 2025. Play Predator, un malware capable d'infecter vos téléphones Android. La méthode est simple et redoutable, de fausses pages Google Play et des pubs sur Facebook et Instagram. Vous pensez télécharger une appli normale, en réalité, vous installez le rat. Une fois dans votre téléphone, il abuse des services d'accessibilité Android. En gros, il prend le contrôle de votre écran, accède à vos photos, vos messages, il va même jusqu'à ouvrir une fausse fenêtre de connexion par-dessus plus de 200 applis bancaires et crypto. Vous tapez vos identifiants et il part directement vers son serveur de contrôle basé en Chine. En quelques mois, plus de 11 000 smartphones sont infectés, principalement en Espagne, en France et au Portugal. Et la menace ne s'arrête pas là parce que c'est environ 2000 nouvelles victimes par semaine. Derrière, c'est même pas un seul groupe, c'est une véritable industrie organisée, où plusieurs équipes se partagent le virus et ciblent leurs propres victimes par langue ou par pays. Play Predator, c'est la preuve que les rats ne sont pas que de vieux malwares pour PC. Aujourd'hui, ils se baladent même dans nos poches. Les cyberarmes gouvernementales. Cette catégorie, c'est l'équivalent d'une arme de guerre, un virus informatique capable de tuer dans la vraie vie. L'histoire la plus incroyable à propos de l'un de ces virus, c'est celle de Stuxnet. En juin 2010, en Biélorussie, un employé d'une société de cybersécurité reçoit une alerte d'un de leurs clients iraniens. Il se plaint qu'un virus mystérieux passe son temps à éteindre toutes ses machines sans la moindre explication. Sans le savoir, l'employé vient de mettre la main sur Stuxnet. Un virus
virus qui va entrer dans l'histoire comme le malware le plus poussé jamais découvert. L'alerte remonte vite au grand nom de la cybersécurité, notamment chez Symantec, l'éditeur de l'antivirus Norton. En ouvrant le code, les ingénieurs tombent des nues. Tout y est pensé au millimètre. Par exemple, un rootkit, un programme qui s'installe en profondeur dans le système et qui persiste même si vous redémarrez votre ordinateur. Ou encore un module d'injection de processus. Imaginez un cambrioleur qui ne porte pas de cagoule, mais l'uniforme d'un policier. Résultat, l'ordinateur croit que c'est un programme légitime, comme un antivirus par exemple. Et surtout, des failles Zero Day sont exploitées. Une faille Zero Day, c'est une faille secrète dans un logiciel ou un système d'exploitation comme Windows, mais qui est encore inconnu du fabricant. Personne n'a eu un jour pour la corriger, d'où le nom. Ces failles sont extrêmement rares et difficiles à trouver. Stuxnet en utilisait 4. Face à ce niveau de sophistication, une conclusion s'impose déjà aux chercheurs. Ce virus n'est pas né dans la chambre d'un adolescent passionné de hacking, il est trop parfait, demande des moyens colossaux et a une expertise quasi militaire. Mais une question reste entière, quelle est sa mission? Quand il décortique Stuxnet, il découvre aussi son mode de propagation. Et là encore, rien à voir avec un virus classique. Il se propage de deux façons, par réseau interne, en exploitant les failles Zero Day de Windows pour passer d'un PC à un autre, mais aussi par clé USB, ce qui est beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce que certaines infrastructures sensibles, comme des usines ou des installations militaires, ne sont pas reliées à Internet. Des systèmes complètement isolé du reste du monde. En passant par une simple clé USB infectée, Stuxnet pouvait franchir cette barrière physique. Pendant des mois, les chercheurs l'observent infecter plus de 100 000 PC, et pourtant, encore plus bizarre que tout ce qu'ils ont vu jusque-là, rien ne se passe. Contrairement à un malware classique qui agit immédiatement, Stuxnet attend. Il vérifie sur quelle machine il se trouve avant de s'activer. D'abord, il regarde la version de Windows installée. Si ce n'est pas la bonne, il reste inactif. Puis, il contrôle quel logiciel tourne dessus. Pas n'importe lesquels, des programmes utilisés pour gérer les PLC, des boîtiers qui servent à piloter des machines dans des usines. Et même là, Stuxnet ne se déclenche pas à l'aveugle. Il exige une configuration précise, 6 groupes de 164 PLC exactement. Les chercheurs comprennent que Stuxnet n'est pas un virus conçu pour semer le chaos au hasard. C'est une arme chirurgicale programmée pour frapper une cible industrielle très spécifique et pour disparaître après sa mission. Cette cible, c'est un expert en système industriel qui l'a découverte au bout de 6 mois. Stuxnet ne s'active que sur un modèle unique de contrôleur de PLC. Et ce contrôleur sert à piloter des centrifugeuses utilisées dans les usines d'enrichissement d'uranium iranienne. Plus précisément, le site de Natanz au cœur du programme nucléaire du pays. Les installations sont organisées en 6 groupes de 164 centrifugeuses, exactement la configuration exigée par Stuxnet. L'objectif devient clair, saboter les centrifugeuses iraniennes et les détruire. Le virus modifiait leur vitesse de rotation en boucle. D'abord trop rapide, puis trop lente, provoquant de violentes vibrations. En même temps, il devait afficher de fausses données aux ingénieurs, leur faisant croire que tout fonctionnait normalement, jusqu'à l'explosion. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on découvre un virus capable de tuer. Avec le recul et les rapports aujourd'hui accessibles, les experts estiment que Stuxnet a réussi partiellement sa mission et a détruit environ 20% des centrifugeuses iraniennes, ralentissant le programme nucléaire du pays d'au moins 1 an. Et les commanditaires, pas un groupe de hackers, mais les États-Unis et Israël avec le soutien du Royaume-Uni. 3 puissances nucléaires déterminées à empêcher l'Iran d'atteindre l'arme atomique. Malgré son efficacité, Stuxnet n'aurait jamais dû être découvert, mais un bug dans son code l'a rendu instable. Certains ordinateurs infectés s'éteignaient sans raison, le virus a perdu de sa discrétion et a fini par être identifié en 2010. Et si vous voulez connaître toute l'histoire de Stuxnet dans les détails, on vous conseille fortement la vidéo de Micode sur le sujet. Si Stuxnet voulait saboter des machines dans le monde réel, Prism montrait un autre visage des cyberarmes gouvernementales, la surveillance de masse. Mis en place par la NSA en 2007, Prism avait un objectif simple et glaçant. Aspirer en temps réel les données des plus grandes plateformes du monde, comme Google, Facebook, Microsoft, Apple, YouTube ou Skype. Email, messages privés, appels photos, documents, tout pouvait être scanné grâce à une interface qui ressemblait à un moteur de recherche géant. Tapez un nom, un lieu, une date, et le système ressortait toutes les communications correspondantes. L'existence de Prism est révélée en 2013 par Edward Snowden, un employé de la NSA qui fuit avec des milliers de documents secrets. Les révélations sont un choc mondial. Plus de 117 000 personnes surveillées en avril 2013, des ambassadeurs espionnés, des institutions européennes placées sous écoute, et la preuve que les GAFAM collaboraient, volontairement ou légalement contraints, avec des services américains. Ce scandale a déclenché un débat planétaire.
où s'arrête la lutte contre le terrorisme et où commence la surveillance généralisée. Et si ce sujet vous intéresse, on a consacré une vidéo complète à Palantir, une entreprise qui travaille main dans la main avec des gouvernements pour analyser et exploiter des masses de données. Donc si vous voulez creuser encore un peu plus loin dans l'univers de la surveillance numérique, n'hésitez pas.